Union Discipline Matin, oui, Union Discipline Travail, mais également Union Discipline Matin. Mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous, bienvenue, c'est Matin Bonheur. On est très heureux d'être en votre compagnie. Toute l'équipe pilotée par Jacques Brou se joint à moi. Vous souhaitez le plus doux des réveils. Au sommaire de ce rendez-vous, on aura aujourd'hui la famille. On va parler famille avec notre consultant Jo-Frédéric Zahabi. Vous l'avez vu du côté de la population dans la famille d'Ali le lundi passé. Avec lui, nous avons inauguré la fameuse rubrique service à domicile. Mais aujourd'hui, ce sera un service in sur le studio. On va parler d'un thème très important relatif, bien sûr, à la famille. On aura notre spécialiste de l'information vrai ou fausse. Vrai ou faux, c'est la nouvelle rubrique à laquelle vous devriez vous y habituer, mesdames et messieurs, avec Ouattara Lancidant, qui nous parlera de choses et d'autres magnifiques. De surtout faire attention à tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qui s'entend sur les réseaux sociaux. Mais avant, l'image du jour, regardez, mesdames et messieurs, c'est avec elle que nous commençons. Elle s'appelle Mariam Nabatanze. Oui, elle a 38 ans et tenez-vous bien, très chers téléspectateurs, elle a 44 enfants. Oui, 44 enfants. Oui, c'est en Ouganda, l'un des pays les plus fertiles du monde. L'Ouganda, oui. Mariam Nabatanze, 38 ans et 44 enfants. Elle a eu 6 fois des jumeaux, 3 fois des triplés et bien plus encore. Voilà, c'est le symbole de la fécondité. On va rester sur cette image, hein, Jacques Brou, vraiment pour apprécier. Et avec, on me dit que c'est avec le même homme, hein, le même homme, malheureusement, qui a fini par l'abandonner. L'histoire ne nous dit pas en ce moment où est-ce qu'il est. Mais il a pris la clé des champs, le monsieur, le conjoint de Mariam Nabatanze, qui est toute triste, qui est aidée par le gouvernement, c'est ça, hein, qui bénéficie d'une aide un peu substantielle pour qu'elle puisse tenir avec ses 44 enfants plus elle-même. Voilà, c'est l'image du jour et aussi on a une pensée pour toutes ces mamans, qui se débattent pour que tout se passe bien, toutes ces mamans seules, hein, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, hein, ces mamans-là, à se débattre. Bonjour Régis. Bonjour Marco. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que le monde va bien aujourd'hui? Le monde va très bien, ça va tantôt bien, tantôt mal. C'est de part et d'autre en fait. Okay. Merci Régis, merci d'être avec nous ce matin bonheur, mesdames et messieurs. Très heureux d'être en votre compagnie. Régis ouvre le bal avec le flash. C'est parti. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi, le président de la République et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ont assisté à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, au palais impérial de Tokyo. L'empereur Naruhito succède ainsi à son père Akihito et devient le 126e souverain du Japon. Abiba Damele-Sawe, Awa Touré pour le commentaire. Longue vie à l'empereur du Japon Naruhito qui s'est installé officiellement sur son trône ce mardi 22 octobre en présence de 2000 invités dont plusieurs chefs d'État et dignitaires de 180 pays au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Naruhito, 59 ans, est devenu le 126e souverain du Japon le 1er mai, après l'abdication de son père Akihito pour raison de santé. Je promets de remplir mes obligations aux côtés de la population en tant que symbole de la nation et de l'unité du peuple du Japon. Je promets ici que je prierai toujours pour le bonheur du peuple japonais et la paix mondiale. Plusieurs coups de canon ont été tirés à l'extérieur avant que les rideaux ne soient refermés devant l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako, mettant ainsi fin à cette cérémonie d'intronisation. Un banquet impérial de 400 couverts offert en soirée aux représentants du gouvernement japonais et dignitaires étrangers. Après la cérémonie d'intronisation, le chef de l'État ivoirien s'est envolé pour la Russie. Il est allé à Sochi un peu plus tard dans la soirée pour participer au sommet Russie-Afrique. C'est le premier sommet entre la Fédération de la Russie et les pays africains.
Un sommet sur le renforcement de la coopération entre les deux parties. Le chef de l'État s'est dit heureux d'être en Russie pour prendre part justement à cette importante rencontre. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était face aux députés de la Commission des Affaires économiques et financières. Il a présenté le projet de loi portant sur les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains. Il s'agissait de corriger une erreur dans l'article 6 sur le point concernant les conditions de délivrance de l'arrêté de concession définitive ACD. On fait le point avec Cheikh Koné. Le secteur privé demeure le moteur de la croissance économique. Malheureusement, la formation n'est pas toujours en adéquation avec l'offre du marché de l'emploi. À travers la construction de ce centre de formation, il s'agit de replacer le secteur privé au cœur de la gouvernance et la gestion des centres de formation professionnelle. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour permettre un développement économique soutenu, les entreprises ont besoin de trouver de la main-d'œuvre qualifiée qui répond à leurs besoins pour pouvoir conduire efficacement leurs projets. Ce modèle vise cet objectif de pouvoir donc accompagner le secteur privé en étant capable de développer les compétences qui répondent à leurs besoins. Ces centres, et c'est bien l'innovation, seront pilotés par le secteur privé afin donc de permanemment répondre à ce que sont leurs besoins en ressources humaines. Au total, 4 centres de formation soumis au même principe de gouvernance sortiront de terre pour un financement de plus de 18 milliards de francs CFA. Le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics GIBTP a été désigné après un long processus de sélection pour le premier centre professionnel à Dabou. Nous avons déjà observé que notre personnel n'a pas forcément les bonnes capacités à performer comme nous le voudrions pour la compétence et les concurrences de nos entreprises. Nous avons donc eu l'idée de définir des curricula qui permettent de prendre le personnel déjà en activité d'abord pour essayer d'améliorer ses compétences, de sorte que les entreprises soient beaucoup plus performantes par rapport à la concurrence à venir. Les opérateurs du secteur du bâtiment saluent l'initiative qui marque le début de la professionnalisation de leur secteur d'activité. Ce centre va permettre de former beaucoup d'entrepreneurs et même la formation continue pour que ceux-là puissent appréhender la nouvelle technologie de construction du bâtiment et des travaux publics. C'est depuis le 5 août 2019 que le programme Compact Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation est entré dans sa phase opérationnelle avec une enveloppe globale d'environ 262 milliards de francs CFA. La construction des centres de formation entre dans le cadre du projet Compétences pour l'employabilité et la productivité du Compact Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité. On se retrouve tout à l'heure à 6h30 pour être précis, pour développer l'actualité africaine. Merci beaucoup Régis, c'est un plaisir. On vous retrouvera tout à l'heure avec beaucoup d'entrain. J'espère que vous êtes réveillés du bon pied, mesdames et messieurs, et que tout se passe bien pour vous. On va essayer de faire en sorte que votre matinée de ce 23 octobre soit une matinée des plus agréables, parce que c'est le 200, ça passe tellement vite, hein, bientôt la fin de l'année. On est déjà en mode de préparation des fêtes de fin d'année. Alors on aimerait avoir une pensée aujourd'hui pour un des plus grands footballeurs, un des plus grands sportifs de tous les temps, Edson Arantes do Nascimento, grand joueur de foot, plus de 1000 buts à son compteur. Pelé qui est né, vous le savez, en 1940, qui célèbre un an de plus. Et puis un coucou à une téléspectatrice fidèle de notre matinale, maman Yao Kona Yvette, qui fête aujourd'hui 70 ans. Waouh, 70 ans. Jacques Brou, parce que les téléspectateurs me disent qu'il y a des téléspectateurs qui disent qu'ils sont un peu dubitatifs. Est-ce qu'on peut remettre l'image du jour? Parce que vraiment, c'est la star de cette journée. Est-ce qu'on peut revenir sur l'image du jour, s'il vous plaît? Voilà, regardez, elle s'appelle Mariam Nabatanze, elle a 38 ans, elle a 44 enfants,
6 fois des jumeaux, 3 fois des triplés et puis 44 enfants avec le même homme qui malheureusement l'a abandonné seul avec ses 44 enfants. Et ça, c'est pas facile. Elle est du côté de l'Ouganda. C'est un pays qui est classé parmi les plus fertiles d'Afrique et du monde. Merci infiniment à Jacques Brou qui nous a ramené ces images. Voilà, vous connaissez les fondamentaux de cette matinale. Bien vous réveiller, vous informer, vous échauffer et ça donne le fitness. C'est parti. Coucou championne, coucou champion, je suis coach Koulibaly, ton coach. Comme je te l'ai dit dans la séance précédente, nous sommes ensemble toute cette année pour du sport de qualité. Et le premier mois, nous sommes dans l'éveil cardiovasculaire. Voilà pourquoi ce matin, nous serons dans une séance de course, une course d'endurance. Ton cœur a été longtemps endormi par la sédentarité, qui est le fait de ne pas faire du sport, et surtout les mauvaises habitudes alimentaires, trop salé, trop sucré, trop gras. Avec la séance d'aujourd'hui, tout ça c'est fini. Top, c'est parti. Ce matin, nous sommes en pleine séance de course d'endurance, qui est en fait la capacité d'un individu à tenir un effort de faible intensité sur une longue distance à une allure modérée, un rythme régulier, pendant au moins 8 minutes et surtout sans se fatiguer. Inspiration, expiration lente. Gardez le dos toujours bien droit. Regard fixé vers l'avant. Comme tu le constates, j'ai dit allure modérée. Prends ton temps, va à ton rythme qui doit être toujours régulier. N'accélère pas un coup pour ensuite ralentir. Garde la même vitesse du début jusqu'à la fin. Commence à activer le ventre. Rentre ton ventre, gaine-le. Fais sortir la poitrine. N'oublie pas dans la définition, pendant au moins 8 minutes. Et à chaque séance, tu vas ajouter 2 minutes. Cette course se fait avec des tennis. Il faudra avoir des chaussures avec une semelle qui amortit. Une semelle avec une grande épaisseur. Comme je l'ai expliqué dans la séance précédente, ne pas former de points avec les mains. Gardez les doigts libres, séparés, pour éviter des pincements au cœur. Bravo pour cette superbe séance. On se dit à demain pour une nouvelle séance de sport de qualité. Voilà, mesdames et messieurs, de retour avec notre coach qui a commencé comme ça
crescendo tout petit à petit, parce qu'après, on aura vraiment des séances très intenses avec lui. Merci d'être avec nous pour cette émission matinale. Voilà, désolé pour tout ce qu'on peut avoir comme petits soucis techniques. C'est le matin, on réchauffe un peu, on est en mode diesel. On a retrouvé la photo du roi du football de tous les temps, l'une des plus grandes sommités footballistiques. On m'a dit qu'on a retrouvé sa photo, mais bon, si ce n'est pas le cas, sachez qu'aujourd'hui, on a 1 an de plus pour Edson Arantes do Nascimento dit Pelé. Voilà. C'est pas évident ce matin, mais on va essayer d'aller jusqu'à la fin. Au moins, tout le monde le constate. En tout cas, dans quelques instants, on attend aussi l'homme de la revue de presse qu'on n'a pas, qui n'est pas encore avec nous. Voilà, donc nous allons aller à l'histoire du petit-déj qu'on voit maintenant. C'est parti. L'histoire du petit-déj, mesdames et messieurs, chaque matin, nous faisons en sorte de vous donner des informations sur un petit-déj. Et là, aujourd'hui, nous parlons de l'Akpessi. Oui, l'Akpessi. Voilà, l'Akpessi, c'est un petit-déj de la région du Gbeke. C'est un plat traditionnel ivoirien fait avec de l'igname ou de la banane plantain, de l'huile rouge et de beaucoup de bonnes choses dedans. Voilà, il est consommé au petit déjeuner. Voilà, si vous allez dans de nombreuses familles ivoiriennes, vous aurez de l'Akpessi chaque matin afin de vous permettre d'être vraiment dans de bonnes conditions normales de température et de pression. Oui, c'est ça. Voilà, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, avec les jets de lumière du matin, c'est comme ça qu'on va dire. Nous allons poursuivre. Jacques Brou, où est-ce qu'on va maintenant? Dites-moi tout, parce que... Voilà, Jacques, on attend notre premier invité, Ouattara Lassina, pour nous parler donc de ce qui est vrai ou faux, de l'information. Et on va la voir juste après le jingle. Vrai ou faux, il va venir s'installer dans quelques instants seulement, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre 2019. C'est Matin Bonheur, c'est une émission de la RTI. Et on est très heureux d'être en votre compagnie en ce jour ouvré de cette semaine avec beaucoup d'informations. Monsieur Joe Frédéric Zabi sera notre invité dans la rubrique Famille. Ce sera dans quelques instants seulement. Toutes nos excuses, mesdames et messieurs, pour tout ce que vous pouvez constater comme faute technique. C'est totalement indépendant de notre volonté. Vous savez que nous mettons toujours un point d'honneur à être professionnels avec vous afin que vous puissiez bien vous réveiller. Vrai ou faux, c'est dans quelques instants seulement, le temps qui s'habille de son micro, notre Ouattara Lassina avec lui. Nous allons parler des fake news dans une poignée de secondes. Ouattara Lassina est avec nous. Nous allons aller maintenant avec lui. Ouattara, bonjour. Bonjour Marco. Bon réveil à vous. Merci. Comment ça va? Très bien. Alors, vous avez l'antenne, hein. Dites-nous tout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va évoquer avec vous? Alors, vrai ou faux, évidemment, c'est des termes de la désinformation. Il faut savoir que la désinformation aujourd'hui est devenue une industrie. Et du coup, aujourd'hui, on a tendance justement donc, à tout partager. On parle aujourd'hui de fake news, on parle de fact-checking, on parle de désinformation, de malinformation. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Je pense qu'il est bon donc qu'on puisse savoir et voilà. On va commencer par la désinformation. C'est quoi la désinformation? Alors, la désinformation, c'est simplement le fait de communiquer une information dans le but réellement en fait, de tromper donc, les internautes, les auditeurs, etc. et tout ça. Et en général, donc, c'est les médias ou alors vous avez un certain nombre de personnes et aujourd'hui, c'est amplifié avec la montée en puissance en fait, des réseaux sociaux. Alors, pour un exemple qui est simple, c'est qu'en termes de désinformation, on sait en ce moment que l'actualité est marquée par des manifestations donc, au Liban. Les manifestations politiques au Liban et pour un peu donc, tromper la vigilance ou alors montrer que peut-être la France soutient en réalité donc, ces manifestations, c'est que vous avez des gens qui ont fait des images manipulées, par exemple de la Tour Eiffel avec le drapeau donc, libanais. Okay. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement donc, que les autorités françaises en fait, soutiennent donc, les manifestations alors qu'il n'en est rien en réalité.
Donc c'est vraiment de la désinformation. C'est pareil en fait également en 2017. Donc Macron, il avait été indiqué que le président donc, français Macron avait été soutenu donc, par l'Arabie Saoudite et que sa campagne avait été financée en réalité donc, par l'Arabie Saoudite, ce qui était archi faux. Et cette information donc, a fait le tout, je vais dire, des chapelles politiques et même a soulevé un certain nombre de critiques vis-à-vis en fait, du candidat donc, de l'époque. Ok. Et là, maintenant, nous allons aller dans la mésinformation. La mésinformation. La désinformation, ça c'est acquis. Non, la mésinformation. Alors, la mésinformation, en fait, vous allez bien voir que c'est, en général, donc, ce sont les médias. C'est-à-dire qu'on est quelquefois de façon précipitée, on apporte l'information, mais pas forcément dans le but de tromper, mais parce qu'on n'a pas été vigilant. Et quelquefois, c'est avec des erreurs, ou alors c'est avec, par mégarde, par zèle, par l'envie de faire le scoop. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez, par exemple, une information donc, qui date peut-être de 2017, mais qu'on fait revenir. Ça veut dire que c'est de la mésinformation. La personne croyait donc avoir une nouvelle information, mais en réalité, ce n'est pas une information. Et on la communique en fait juste par erreur. Alors, c'est par exemple cette mésinformation, je pense qu'on avait eue au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Il faut indiquer par exemple que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le mois d'avril dernier, il avait été indiqué en fait qu'il y a un éléphant, justement, il y avait eu un grave accident sur l'axe Yamoussoukro-Tumodi et que l'éléphant donc avait été tué avec plusieurs morts. Et ça a même amené donc, le ministère des Eaux et Forêts donc, a fait des recherches, des investigations et de publier en fait, un communiqué puisque cette information n'était pas juste. Ok, ça me ramène aussi, je sais que vous allez en parler certainement, de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Tout à fait. Voici quelqu'un qui, on est allé déranger quelqu'un, le prenant pour Xavier Dupont de Ligonnès, alors qu'au fait, ce n'est pas lui. Je rappelle que c'est quelqu'un de très recherché du côté de la France pour ceux qui nous regardent. Alors, tout à fait. Et là, on classe ça dans quoi? La mésinformation ou la désinformation? Mais ça... Alors, c'est de la désinformation parce qu'en fait, elle n'est pas juste, on le fait dans le but de tromper de façon très délibérée. Mais la course effrénée au scoop, parfois nous fait faire n'importe quoi. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est là, en ce moment, donc, qu'intervient, si vous voulez, le travail d'investigation de journalistes, etc., donc de vérifier les informations donc, avant de les communiquer. Et quand une chaîne de télévision, de radio, il y a un événement dans le pays et n'en parle pas, là, comment on appelle ça? Est-ce la désinformation, la mésinformation ou bien la malinformation ou bien le mensonge? Alors non, en fait, il faut indiquer que je pense qu'il y a le processus de traitement de l'information. Le processus de traitement de l'information fait que quelquefois, vous avez des médias qui veulent aller plus vite, qui sont quelquefois des médias d'information continue. Et puis, vous avez des médias quelquefois qui veulent s'assurer et assurer leur crédibilité. Donc, mais à force de trop s'assurer aussi, et tout le monde sait avant, le média de proximité, par exemple, qui est là. Et oui, ça porte préjudice. Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est que vous avez des médias quelquefois qui vont très vite. Et puis, vous avez des médias, ce qu'on appelle des médias de... Tortue. On va dire, non, pas de tortue, mais de concrétisation ou alors de certification de l'information. Mais quelle est la limite? Quelle est la limite pour ne pas être trop rapide, trop lent? Alors, pour ne pas être trop rapide et trop lent, aujourd'hui, donc, il y a des outils. Il y a également donc, quelquefois les sources officielles qui doivent pouvoir s'ouvrir très vite. Je pense que ça aussi c'est important. Et quelquefois également donc, les outils techniques qui doivent être mis à disposition. Je pense que quelquefois c'est une question entre ce qu'on a comme moyen, mais également ce qu'on a également, on va dire, comme sources qui sont susceptibles de nous informer donc, en temps réel. Donner l'information, ça nécessite quel moyen? Donner l'information, bien sûr. Donner l'information nécessite donc de recouper. Et c'est ça justement. Qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement, quel moyen on doit avoir encore pour dire alors, ça, pour dire ce qui se passe? C'est la chaîne, en fait, c'est la chaîne de validation quelquefois de l'information. Vous savez que quelquefois l'information entre l'officiel et quelquefois le travail journaliste, entre le terrain, entre les avis d'experts, éventuellement, donc il faut recouper quelquefois tout ça, mais en un temps record et de pouvoir communiquer en fait l'information. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle aujourd'hui donc le fact-checking, qui est de plus en plus en train de devenir une pratique en fait journalistique qui s'impose donc à tous les grands médias. Et quand les moyens de validation parfois sortent de l'environnement de presse, par exemple, quand on attend par exemple qu'un tel ou un tel qui est placé à gauche ou à droite, ou placé en haut à gauche ou en haut à droite, puisse donner l'information, là on est donc on est toujours dans le fast-checking? Non, on n'est pas dans le fact-checking, on est dans le processus donc de vérification de l'information. Alors, je vais vous indiquer en fait pourquoi quelquefois... Quand ça vient ailleurs de gens qui ne sont pas journalistes, qui doivent vous dire de dire ou pas, est-ce que ça on est toujours dans le journalisme? On n'est pas dans le journalisme, je pense que c'est un métier, comme on dit, c'est un métier qui est très noble et qui a ses règles. Parce qu'en réalité aujourd'hui, donc tout le monde publie tout et n'importe quoi, donc c'est un métier qui a ses règles et c'est pour cela qu'aujourd'hui les médias en fait sont devenus plus prudents et ont besoin réellement donc d'assurer en fait leur crédibilité et on va dire leur viabilité, bien sûr, en donnant donc toujours la bonne information. Parce que même quand vous êtes média, quand vous n'avez pas tous les contours de l'information, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De la mésinformation en ce moment. C'est-à-dire que vous pouvez vous tromper quelquefois sur juste un chiffre
vous pouvez vous tromper sur une date, vous pouvez vous tromper, ne serait-ce que même quelquefois sur un mot. Supposons, quelquefois les attentats qu'on a eus, quelquefois ça et là, que ce soit, je dis, en Côte d'Ivoire, à Paris, ou alors quelquefois au Burkina, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a eu 34 morts, il y a eu 50 morts, il y a eu 26 morts, il y a eu 46 morts, etc. Donc on entend tout le temps sur des médias, qui sont quelquefois des médias internationaux, mais où les chiffres ne sont pas toujours exacts. Et quelquefois on se demande quel est le chiffre exact. Et quelquefois, juste pour un chiffre qui n'est pas exact, vous avez donné l'information qu'il y a eu un attentat, oui, mais le chiffre n'est pas exact, on ne vous prend pas donc pour un média crédible. Pourquoi les médias africains sont si lents pour donner l'information? Et les médias africains, je pense que tout dépend réellement, donc, on va dire, du système d'organisation en interne. Nelson Mandela est hospitalisé dans un hôpital en Afrique du Sud et toutes les télés qui sont autour, ce sont des télés de l'extérieur qui donnent l'information de l'état de santé de Nelson Mandela, africain, symbole même de l'Afrique, à la place des chaînes africaines. Très bien. Alors, je pense qu'ici, il y a plusieurs... C'est un scandale. Il y a plusieurs volets qui rentrent en ligne de compte. Vous savez, par exemple, quelquefois en Afrique, on n'annonce pas donc, la mort d'un chef ou alors d'une personnalité comme ça, parce que je pense que... Alors, on suit la tradition ou bien on suit le journalisme? Le journalisme, quelquefois, tient compte des réalités sociologiques. Absolument, c'est vrai. C'est-à-dire que vous n'avez pas... vous êtes africain, un chef donc, qui vient de décéder, vous ne l'annoncez pas parce que quelquefois la famille n'est pas au courant, parce que de façon officielle, ça n'a pas été fait. Mais par exemple, en Europe ou alors en Amérique, dans les autres civilisations, ça ne gêne pas. Donc de dire que quelqu'un est mort, que vous avez eu un proche... Le monde aujourd'hui est un village planétaire. Donc, quelle que soit la tradition, quelles que soient les contingences sociétales, tout ça, il y a un fait qui est là. Les gens ont droit à l'information. C'est un droit aussi universel. Tout à fait. Universellement reconnu. Au nom de ce droit donc, universel donc, à l'information, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a plus donc, de fake news, il y a plus de fausses informations qui circulent, qui quelquefois portent atteinte et préjudice, quelquefois donc, à toute une société, la cohésion sociale, etc. Et ça, on peut le remarquer. Vous avez par exemple en RD Congo, on vous dit par exemple que Ebola se soigne donc, en mangeant des oignons. Mais imaginez-vous qu'il y ait une épidémie et des gens donc, achètent juste des oignons qui ne vont pas donc, se faire vacciner ou alors se mettre pas en quarantaine et vous disent simplement qu'il faut manger des oignons et pour être guéri. Vous imaginez en fait, en réalité, ce que ça peut causer. Donc, quelquefois, c'est en fait la typologie ou alors la structuration de la rumeur n'est pas pareille donc, en Occident ou alors dans les pays européens qu'en Afrique ou alors dans des pays qui sont moins développés. Parce il faut trouver le juste milieu. Alors. Il faut trouver donc le juste milieu et c'est pour ça de plus en plus, je pense que... Pour ne pas abandonner les téléspectateurs ou le public qui attend quand même des informations de l'environnement, parce qu'on sait qu'en matière d'information, l'environnement c'est très important. Très important. Alors donc, il ne faut pas les embarrasser non plus. Et puis aussi, rester vraiment professionnel, journaliste. Parce qu'il y a trop d'interventions. La vérité, peut-être ce que vous ne voulez pas dire, c'est qu'il y a trop d'interventions dans nos processus en Afrique, dans la chaîne. La chaîne est alourdie par des mains invisibles ou visibles parfois. Alors non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément donc, de main invisible. En fait, quelquefois, c'est la prudence, quelquefois, c'est les réalités sociologiques, les réalités techniques, technologiques. Ça bon dos aussi. Tout à fait. Alors, quand vous avez, par exemple, des chaînes, on va dire, d'information en continu qui, quelquefois, donc, déploient des moyens, qui ont 600 correspondants à travers le monde, c'est sûr que vous avez des gens qui sont susceptibles donc, de ramener les informations très rapidement par rapport à, par exemple, une chaîne, je vais dire, même de service public africain, même une chaîne privée, où vous n'avez pas de correspondant. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Éventuellement, donc, de suivre, en fait, tout ce qui donc vous vient. Et il y a une chose qui est une composante assez importante, c'est qu'aujourd'hui, tout à fait, de plus en plus, ce qui reste donc le plus important, c'est l'éducation aux médias. Comment est-ce que donc aujourd'hui on sensibilise donc les populations pour leur dire tout ce que vous verrez aujourd'hui donc sur Internet n'est pas forcément donc vrai, tout ce que même les médias vont vous dire donc n'est pas de l'information donc qui soit juste. Alors à partir donc de ce moment, il faut mettre en doute quelquefois les informations qu'on a sur Internet, qu'on a par les médias et que tout ce qu'on partage quelquefois par WhatsApp, par Facebook, etc. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. L'éducation aux médias, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Et il sera avec nous, mesdames et messieurs, ce sera comme ça hein, tous les mercredis, vrai ou faux, fast-checking, faire en sorte que franchement au-delà de tout ça, les gens puissent avoir accès à l'information, mais la vraie, la bonne information, mais aussi pas que ce soit lent ou lourd, ou que ce soit vicié, ou bien que ce soit biaisé. L'information, rien que l'information, comme disait le président Félix Houphouët-Boigny, la vérité est belle lorsqu'elle est nue. Merci beaucoup, Watt. Merci à vous d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. C'est Matin Bonheur qui se poursuit avec un autre pan, un autre déterminant de ces différentes rubriques. On aura la météo dans quelques instants, le temps qu'il va faire. Et puis derrière, Régis qui vient cette fois pour l'information africaine. Boutique de vêtements, d'ameublement, espace de distribution, magasin de jouets, hôtel, restaurant ou maquis, agence de voyage, agence de location de véhicules, espace de détente et de loisirs, RTI Publicité à travers son produit Vitrine vous offre un espace pour la promotion de votre commerce.
Rendez-vous dans nos différentes agences RTI Pub pour vos achats d'espace à des tarifs compétitifs. Sur RTI 1, RTI 2, RTI Boaké, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et sur RTI Digital. Agence RTI Pub Plateau, contact 22 40 12 50, poste 47 43 et 47 45. Agence RTI Pub Cocody de Plateau Vallon, contact 22 40 12 50, poste 50 80 et 47 92. Agence RTI Pub Boaké, contact 22 40 12 50, poste 52 28. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici la couleur du temps pour cette matinée. Le ciel sera généralement nuageux avec des intrusions progressives du soleil sur l'ensemble du pays. Toutefois, des pluies matinales intéresseront localement les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest. Pour les températures de la matinée, on note 25 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 24 à Bandoukouf, Boaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 23 degrés à Korogo, Mans ainsi qu'à Odiéné, 25 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. En milieu d'après-midi, des bourgeonnements nuageux seront déjà au rendez-vous et apporteront des averses de pluie parfois mêlées d'orages isolés dans les régions du nord, de l'ouest et du centre. Au sud, on observera des averses de pluie dans les régions du sud forestier et du littoral en fin de période. On y va pour les températures de l'après-midi. On note 30 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 32 degrés à Bandoukouf, 30 degrés à Boaké, 32 degrés à Daloa, Dimbokro, Gagnoa et Korogo. La ville de Mans affiche 30 degrés. On note 31 degrés à Odiéné, 30 à San Pedro, 29 degrés à Sassandra, 28 degrés la minimale relevée à Tabou et enfin 30 degrés à Yamoussoukro. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée. MTN, everywhere you go. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité, cette fois consacré à l'Afrique. Et on démarre en Guinée. Des opposants à la modification de la Constitution souhaitée par le président Alpha Condé ont été condamnés à des peines de 6 à 12 mois de prison ferme. Abdourahmane Sano, coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution, écope d'une peine d'1 an de prison ferme et 4 autres responsables de 6 mois. Des milliers de Soudanais se sont rassemblés lundi dans plusieurs villes du pays, dont Khartoum, pour réclamer aux nouvelles autorités du pays la dissolution de l'ancien parti au pouvoir du président déchu Omar el-Béchir. Les rassemblements organisés par les Forces pour la liberté et le changement demandaient également justice pour les martyrs tués pendant le soulèvement de plusieurs mois qui a renversé l'ancien président Omar el-Béchir. Au Tchad, la petite monnaie devient de plus en plus rare à trouver en N'Djamena et même dans certaines contrées du pays. Il est difficile pour la personne qui n'a qu'un billet de banque d'acheter un article et de recevoir sa monnaie en retour, surtout pour les pièces allant de 25 à 100 francs CFA. On termine en République démocratique du Congo où des gorilles sont dans les griffes d'un conflit entre pygmées et rangers. Regardez. Au fond de cette forêt congolaise se cache Ponané et sa famille de grands singes. Chaque année, près de 2000 touristes rendent visite à ces gorilles des plaines de l'Est, une espèce menacée. Cette zone protégée du parc naturel de Kahuzi-Biega, dans l'Est de la République démocratique du Congo, est leur dernier sanctuaire au monde. Mais leur habitat naturel,
la forêt secondaire est elle aussi menacée. La cause, un conflit entre la direction du parc et des communautés pygmées voisines. Oui, les pygmées ont été instrumentalisés pour se donner à la destruction du parc par la coupe de bois, les charbons de bois, l'assillage de bois et même l'extraction minière. Et toutes ces activités sont incompatibles avec la conservation et ce sont des activités qui détruisent même l'habitat des gorilles. Le parc accuse des pygmées d'avoir coupé illégalement 350 hectares de forêt. Sur place, les rangers mesurent l'étendue des dégâts. Des habitants brûlent les arbres abattus dans des fours. Objectif, obtenir du charbon de bois, le précieux Makala, unique source d'énergie pour la plupart des Congolais. Le conflit a fait au moins 3 morts depuis le début de l'année. Ce jour-là, les rangers préfèrent jouer la carte de l'apaisement. Je leur disais que fini avec les activités illégales dans le parc. Donc, ils sont censés de passer le message à tous les autres éléments qui peuvent se retrouver dans le parc. Les pygmées ont lancé leur offensive en 2018. Ils affirment vouloir récupérer leurs terres ancestrales dans le parc national de Kahuzi-Biega. Ils disent qu'ils ont été expulsés du parc national de Kahuzi-Biega que nous voyons il y a maintenant 48 ans. Et ils disent si une fois l'État congolais ne leur donne pas de la terre, ils ne vont pas quitter cette forêt qu'ils ont déjà occupée. Un forum pour la paix est en cours pour mettre fin à ce conflit. L'enjeu est de garantir les droits des pygmées et de permettre le développement du tourisme tout en assurant la survie des gorilles. Merci de votre attention. L'actualité internationale à 7 h. Merci beaucoup, très cher Régis. C'est magnifique, hein, cette végétation luxuriante-là. C'est bien. Hein. Découvrir tout ça, c'est bien. C'est très bien, ça rafraîchit. Oui, ça rafraîchit, ça montre la richesse de l'Afrique et la beauté de l'Afrique dans son authenticité. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. L'authenticité également sera de mise dans quelques instants avec notre invité. C'est l'un des coachs les plus prisés du continent avec ses interventions sur la toile. On a la chance, hein, en exclusivité à Matin Bonheur de la voir, de passage ici à Abidjan. C'est le coach Patrick Armand Pognon, c'est Pognon, c'est ça? Oui, voilà, Pognon comme l'argent, ça tombe bien. On va en avoir, oui, c'est prophétique. Mais avant, la revue de presse, on y va. Le quotidien d'Abidjan de ce matin nous apprend que M. Soro Guillaume serait prêt à faire de très graves révélations. Bonjour Marco et bonjour à tous les téléspectateurs. Exactement, Soro, prêt à tout déballer sur la rébellion ou encore quand le sauveur de la République devient un terroriste. Voici en substance ce qu'on retrouve à la une du quotidien d'Abidjan de ce jour. Et parmi les dossiers que l'ex-premier ministre prévoirait de mettre sur la table figurent les dessous de l'assassinat du major Ibrahim Koulibaly, dit Ibé. D'Abidjan, très en vogue, hein, ce matin à Matin Bonheur, qui tire en manchette. Cette fois, les enseignants réclament des sanctions contre Kandia Camara. Malgré le mea culpa de la maison d'édition, malgré les nouveaux ouvrages édités par celle-ci, l'affaire dite des fautes dans les manuels scolaires continue à faire des vagues. Et dans ce nouveau chapitre, vous l'avez dit Marco, c'est contre la première responsable de l'éducation en Côte d'Ivoire que certains enseignants réclament des sanctions. Le nouveau réveil de ce jour dresse un portrait assez élogieux du président du PDCI RDA, M. Henri Konan Bédié. Et c'est le cas de le dire, Marco, jugez-en vous-même. Ce que Bédié n'a jamais dit sur lui, sa personnalité, son style, son apprentissage et son parcours, ou encore sa vision de la situation économique et sociale, autant de propos flatteurs à l'endroit du Sphinx de Daokro. Il faut savoir que, comme on le dit chez nous, on ne montre pas son village de la main gauche. Et pour ce faire, le quotidien pro-PDCI a utilisé des extraits de l'interview accordée à Nzueba par le magazine panafricain Jeune Afrique Économie en septembre dernier. Un coup d'œil à Soir Info, Renaud, qui donne des nouvelles de Carmen Sama, la compagne du défunt artiste ivoirien Arafat DJ. Oui, plus d'un mois après l'inhumation de la star du coupé décalé, Soir Info nous livre des révélations sur sa compagne et nous apprend que la maison du Daichi aurait été complètement vidée. Wow. Des hommes de bonnes nouvelles en perspective pour le tourisme Made in Côte d'Ivoire.
On va passer plutôt à l'information sur le Canada, parce que l'information sur le tourisme, on l'a déjà traité. Régis Kofi notamment en a fait cas. Donc on parlera plutôt du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a été réélu au premier tour, qui a été réélu plutôt Premier ministre aux dernières élections législatives qu'il y a eu dans son pays pour un second mandat. Et son parti libéral... Serré, hein, c'était serré. Oui, c'était hyper serré et son parti libéral a remporté ces élections, mais vraiment d'une courte tête. Et selon le site d'information lci.fr, cette victoire étriquée du Premier ministre canadien peut s'expliquer par les nombreux scandales qui ont émaillé son premier mandat. Merci Renaud. Demain, le même... Oui, demain on revient, mais cette fois-ci à l'heure exacte. Voilà, peu importe ce qui se passera. Pas de souci. On est en mode diesel, c'est le début de la saison. On a encore près de 180 émissions à faire. Ça va se bonifier. Les téléspectateurs savent tous les efforts que nous faisons avec les moyens que nous avons. Merci infiniment, Renaud, qu'on va retrouver. Bizarrement, les spécialistes de l'information, c'est R. Hein. Il y a Renaud, il y a Régis. Bon, c'est bien. R, double R. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est Jacques Brou qui fait l'essentiel technique de cette émission avec, bien sûr, tous nos agents. Malheureusement, on n'a pas de morpho pour l'écriture des noms, mais on va se faire l'honneur de citer les noms pour que chacun puisse savoir combien de fois ceux qui viennent très tôt le matin sont braves et quand ils abattent un travail colossal. Et vraiment, on peut être fiers d'eux avec tous les moyens que nous avons. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur Pognon. On va avoir du pognon sur ce plateau. Quand je dis le pognon, c'est-à-dire le pognon pour l'esprit, la nourriture pour l'esprit. Il intervient régulièrement sur les réseaux sociaux, il donne des conseils, parfois des pics, des suggestions, il fait avancer. Et surtout, ce qui me plaît chez lui, c'est son côté arrimé à l'Afrique, à nos valeurs africaines, qu'il ne laisse pas en route et qu'il intègre. Bonjour coach. Bonjour. Les Africains sont coachs de naissance. Ah oui, ils sont coachs de naissance, ils ont été coachs en bien ou en mal pour leurs enfants, pour leurs conjoints, pour les responsabilités qu'ils ont avec le personnel et tout. Donc, depuis 25 000 ans au moins, nous avons retrouvé les traces du développement personnel déjà en Afrique du Sud au niveau des Bush-Bandikilari. Donc, c'est pour dire que les Africains ont une avance sur les autres en termes de développement personnel. Ouais, l'Afrique est le berceau de l'humanité, le berceau des civilisations et le berceau des savoirs. Alors, qu'est-ce qu'un coach? Un coach, c'est simplement un monsieur qui raconte des histoires. Ou une femme. Ou une femme, voilà, qui raconte des histoires. Et à force de raconter des histoires, les gens tirent des enseignements dedans. Ils tirent des prises de conscience dedans. Je vous donne un exemple. Un monsieur vient me voir, il dit « Ma femme n'aime pas la tête de mon meilleur ami ». J'ai dit « Mon frère, si ta femme aime la tête de ton meilleur ami, tu es en danger ». Il dit « Ah, ça c'est vrai ». Vous voyez, donc le coach dit des blagues, des choses simples, mais ça transforme, ça donne de l'énergie. J'ai envie tout de suite de vous raconter une histoire de ce monsieur qui a dit à sa femme, parce qu'ils étaient pauvres, « Laisse-moi aller chercher de l'argent. Quand j'aurai de l'argent, je vais revenir. Je te promets que je ne vais pas te trahir, je vais revenir. » Il va travailler avec un monsieur pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, il dit à son patron, je ne prendrai pas mon salaire. Donc 20 ans après, tu vas me remettre mon salaire pour que j'aille rejoindre ma femme. Effectivement, 20 ans après, il veut prendre son salaire et son patron lui dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Moi, je veux bien te donner ton argent, mais je te propose en échange de ton argent de te donner 3 conseils. Il dit, je préfère les conseils parce que je sais que tu es honnête. Il dit, premier conseil, méfie-toi des raccourcis. Deuxième conseil, méfie-toi de ta curiosité. Troisième conseil, quand tu te fâches, attends 24 heures avant d'agir. Alors, il dit maintenant, je te donne 3 pains, tu manges 2 sur la route, et ce troisième-là, tu ne manges pas. Tu ne manges qu'avec ta femme. Maintenant, le monsieur part. On lui propose un raccourci. Il veut prendre le raccourci, il se rappelle du conseil. Il change de route, et on lui dit, sur l'autre route, il y avait des braqueurs de route. Donc, s'il avait pris la route, il aurait tué, même s'il avait l'argent, ils auraient pris. Il va dans un hôtel, il dort, la nuit, il y a du bruit. Il veut sortir, méfie-toi de ta curiosité. Il ne sort pas. Le lendemain, on dit, le monsieur qui est dehors, quand il crie, on sort, il tue les gens. Il a sauvé encore sa vie. Il arrive à la maison, il voit sa femme avec un monsieur prêt à bondir pour les tuer. Parce que pour lui, sa femme l'a trompé. Il allait dormir dans la brousse 24 heures. Il revient maintenant. Il dit, madame, je veux te dire, tu m'as trompé, je pars. La dame dit non. Quand tu es parti, j'étais enceinte. C'est ton fils que tu as vu avec moi hier. Ça veut dire que s'il n'avait pas ces 3 conseils, soit il serait mort 2 fois, si on peut mourir 2 fois, ou bien il aurait tué son enfant. Maintenant, au moment de manger, il casse le pain réservé à sa femme et qu'est-ce qu'on trouve d'argent dedans? Tout son argent. Autrement dit, si vous optez pour la connaissance, vous allez avoir connaissance et argent. Mais si vous optez pour l'argent, vous risquez de perdre votre vie. Donc c'est des trucs simples comme ça qui tétanisent, qui donnent envie de se remettre en cause et de pouvoir réussir sa vie.
Magnifique, waouh, waouh, ça, vraiment, je suis preneur. Alors dites-moi, aujourd'hui sur la toile, il y a tellement de coachs, chacun se lève, comme on dit en Côte d'Ivoire, un se lève ici, un autre se lève là-bas, le français ivoirien ça. Alors, tout le monde est coach et personne n'enseigne. Qu'est-ce qu'on fait? Quel regard vous portez sur le coaching un peu désordonné auquel on assiste sur la toile? Il y a des pays aujourd'hui où on ne peut plus faire du coaching en désordre. Vous ne pouvez pas aller au Bénin aujourd'hui et dire que vous êtes coach n'importe comment. Pourquoi? C'est quoi la particularité au Bénin? La particularité au Bénin, c'est qu'il y a eu un travail d'ancrage qui fait que le journaliste sur le plateau sait déjà ce qui est coach. Donc quand il écoute le coach, celui qui se dit coach, il peut déjà, à travers ces questions, l'amener à se rendre compte qu'il n'est pas coach. J'ai vécu des séances où en direct, les journalistes ont confondu des gens qui ont avoué qu'au fait, ils n'ont fait aucune formation, au fait, ils ne sont pas coachs professionnels. Donc c'est pour dire que nous avons popularisé le coaching. C'est pourquoi je salue cette émission, parce que ça va permettre à la population elle-même de savoir ce qu'est le coaching et de savoir comment détecter quelqu'un qui fait du coaching. À quoi on reconnaît un bon coach? Un bon coach se reconnaît par le fait qu'il ne joue pas « je connais ». Oh, vous savez qu'à Abidjan, madame, je connais, monsieur, je connais, il y en a beaucoup. Donc, c'est pour dire que si vous connaissez, vous n'apprenez plus. Vous savez, vous avez vu comment je regardais tout depuis que je suis là. Je regarde comment ça se passe, j'apprends aussi. Vous regardez comment on souffre. Comment vous souffrez, hein? Comment j'ai circulé dans la ville, j'étais surpris de voir qu'à 6 h du matin, la route est totalement dégagée et que tout à l'heure, la route va être totalement bouchée. Vous voyez, c'est dit, tout ça là me permet de savoir que désormais, je vais travailler en décalage horaire quand je viens à Abidjan pour partir plus tôt que les autres. Vous voyez, il faut apprendre. Si vous pensez connaître, vous ne pouvez pas apprendre. Donc la première chose, la première particularité du coach, c'est qu'il a l'humilité devant le savoir. La deuxième particularité, c'est qu'il raconte des histoires. Il ne peut pas dire quelque chose 3 minutes sans dire par exemple. Oui, par exemple. Par exemple. Donc, vous prenez le coaching, c'est ça. Prenez Socrate, c'est le modèle par excellence du coaching. Mais comment moi, je suis arrivé à identifier, enraciner un coaching dit africain? Parce que j'ai étudié la personnalité de Socrate. Et je me suis rendu compte que c'est un monsieur qui n'a pas été à l'école. Et que nous en avons plein en Afrique. Je vais vous donner un exemple. Un monsieur qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny, un coach. C'est-à-dire que regardez la Côte d'Ivoire. Ça me dit quelque chose ce nom-là. Mais regardez la Côte d'Ivoire, regardez. Mais malgré la crise, elle est restée la première économie de la sous-région parce que les fondamentaux sont bons. Donc ça, Félix Houphouët-Boigny, qui a été président de la France, allez vous renseigner, président de la France pendant 24 heures, qui est ministre d'État en France. Voilà un monsieur, comment on peut arriver là grâce à cette capacité d'humilité qui permet d'apprendre et avancer. Donc on a étudié ça. On a étudié les Soundata Keita. On a étudié des gens en Afrique, au village, qui ont des connaissances. Je vous donne un exemple. Pour aller à Korogo, on va se lever, on va prendre la voiture, on va traverser la route jusqu'à Korogo. Et on arrive là-bas, le sage au village nous regarde. Au lieu d'aller lui demander pourquoi il nous regarde, on pense qu'il est impressionné par notre voiture. Mais il a pitié de nous. Lui, il a la capacité d'appeler Korogo à Abidjan, de faire 2 pas pour être à Korogo. Mais nous, on est des intellectuels, on ne connaît pas ça. On prend voiture, on prend carburant et on souffre pour aller à Korogo. Oui, imaginez par exemple qu'on découvre ça, qu'on crée la vraie Air Afrique. Avec capacité, tu viens, tu paies ton billet, on appelle Paris, tu es à Paris. On appelle Washington, tu es à Washington. Voilà des connaissances que nos parents ont. Ça c'est du coaching ou bien c'est du coaching spirituel? D'abord, le coaching a horreur de la spiritualité. D'accord. Le coaching est une science. Est une science. Ça veut dire quoi? Quiconque emprunte le même chemin aboutit à la même destination. Les mêmes causes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans ce cas, c'est science. Alors qu'aujourd'hui, je donne un exemple. Vous voyez par exemple aux États-Unis, le docteur Pentagraph, le président de la Société américaine de lutte contre le cancer, qui dit qu'il a identifié qu'à l'intérieur de l'être humain, une force existe. Et que si cette force est canalisée, organisée, la personne peut ne jamais tomber malade. Voilà ce que dit un médecin. Et le docteur Simonton a poursuivi en disant, la première cause de toute maladie, c'est ne pas savoir qui on est. Donc le coach intervient pour aider la personne. Comment savoir qui on est? Déjà, il faut des histoires. Des histoires, c'est-à-dire amener la personne à se rendre compte que Dieu l'aime tellement. C'est-à-dire, regardez notre vie. Regardez, quand l'enfant, un liquide est rentré dans le ventre, ce liquide est devenu un enfant. Le papa est monté sur cette grossesse, a fait toute la gymnastique avec maman. L'enfant est protégé. Après, l'enfant sort. La sage-femme bascule l'enfant dans tous les sens. L'enfant est protégé. Ça veut dire quoi? Il y a une entité qui protège cet enfant. Alors, si cet enfant fragile a été protégé, alors pourquoi adulte, il ne sera pas protégé? J'ai l'habitude dans mon pays, au Bénin, de dire, je cite le Bénin, parce que dans mon pays, on dit que c'est le pays du vaudou. J'ai toujours l'habitude de dire sur les antennes, s'il y a un chef vaudou du Bénin ou un sorcier qui pense qu'il est fort, il n'a qu'à oser dire Patrick Amapoyon. S'il dit Patrick Amapoyon va dans Poyon, il est mort. Il n'y a rien à faire. Attendez de quitter le plateau d'abord pour les défier. Nous, on est là pour... Alors... Donc, vous voyez, la prise de conscience de qui tu es te permet de savoir. Pourquoi je peux dire ça?
Parce qu'à travers ces histoires, j'ai compris que pour m'atteindre, il faut traverser Dieu. Et moi, je suis derrière Dieu, les bras croisés. Et comme on ne peut pas le traverser, moi, je suis tranquille. Je fais mon malin derrière. Amen. Donc, voilà de quoi il s'agit. Donc, nous racontons des histoires, oui. Alors, c'est vrai. Alors, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. C'est que l'Africain est vraiment spirituel. Avant même l'intervention des religions sur nos continents, quand on va, par exemple, dans la société Igbo, les Igbo au Nigeria, ils ont une conception d'un Dieu suprême qu'on appelle Chukwu. Alors, vous voyez ça, ça veut dire que déjà, il y a un lit, il y a quelque chose auquel on doit s'arrimer. C'est la raison pour laquelle un Africain est naturellement un bon coach comme vous, comme ça, par exemple. Oui, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, un arbre qui n'a pas de racines, vous lui donnez de l'engrais, il ne peut rien produire. Il faut qu'il ait racines d'abord. Oui. Les religions sont des engrais. Alors, si toi, Africain, tu te dessouches, la religion ne peut pas t'apporter quelque chose. Il faut d'abord savoir. Moi, je suis chrétien évangélique. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître d'abord qu'avant d'être chrétien, je suis africain. Donc, si je me renie moi-même, si je remets en cause qui je suis, ça veut dire que quel que soit ce que je vais pratiquer dans la religion, ça ne peut pas m'aider. Est-ce que vos pasteurs seront d'accord avec ce que vous dites là? Le problème, c'est que je ne suis pas là pour que le pasteur soit d'accord avec moi. Je suis là pour que Dieu soit d'accord avec moi. Donc, à partir de cet instant, comme Dieu n'a jamais écrit dans sa parole que je dois me renier avant d'être croyant, avant d'être musulman, avant d'être chrétien, donc je n'ai pas à me renier. Il a dit de venir à lui comme nous sommes. Comme nous sommes. Et venez à moi tel que vous êtes. Donc, à partir de cet instant, je viens à lui en tant qu'Africain. Et il faut que les gens comprennent. Vous savez, la couleur de votre peau là vous donne une supériorité éternelle sur toute race. Vous avez de la mélanine sur la peau. Aujourd'hui, des gens font injection de mélanine pour avoir la même couleur de peau que nous. Mais nous, on a ça et on n'en est pas fiers. Non, nous devons comprendre. Prenez par exemple dans le domaine sportif, vous allez voir des Africains. Sur le plan musical, les Africains. Sur le plan sexuel, tu touches la cheville de l'Africain, il est déjà après. Mais l'autre, on doit le préparer pendant 30 minutes. Vous voyez un peu? Donc l'Africain, il est bon en tout. Il est bon en tout. Et donc on doit se rendre compte de ça. Et même quand on parle des inventions, on nous dit que nous avons les matières premières, mais on n'a pas la technologie. Mais le feu tricolore, c'est un Africain. Oui. Le réfrigérateur, le téléphone, tout ça. Donc vraiment, soyons fiers d'être Africains avant d'adhérer à nos religions qui vont nous apporter l'engrais nécessaire pour pouvoir réussir dans la vie. Coach Pognon, sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est un véritable délice, un régal de la voir. Alors, quel conseil on peut donner, coach, à à la nouvelle génération de coachs? Il y a des coachs sérieux quand même qui viennent, qui arrivent à émerger. Quel conseil on peut leur donner? Je veux leur dire simplement qu'au fait, le coaching, on peut le faire de façon amateur. Mais pour le faire de façon professionnelle, il faut l'apprendre. Aujourd'hui, en Afrique, et seulement en Afrique, il y a possibilité de faire une licence en coaching africain, de faire un master en coaching africain, de faire un doctorat en coaching africain. Donc, aujourd'hui, que les gens se renseignent et fassent les formations. Pourquoi? Parce que le coaching a des règles. Un exemple, par exemple, on dit en coaching, la personne qui veut du coaching doit dire « j'ai un problème et je veux m'en sortir ». S'il dit « je n'ai pas de problème », vous ne pouvez rien faire pour lui. Donc, vous comprenez donc que celui qui n'a pas compris ça peut passer de maison en maison pour dire aux gens, vous avez des problèmes, je vais vous aider. Alors que non, s'il prétend ne pas avoir de problème, il n'en a pas. Donc, je veux leur demander simplement de suivre une formation en bonne et due forme pour apprendre le métier. C'est un métier qu'on peut exercer comme un médecin. C'est un métier qui sauve des vies. Coach Pognon, je vois souvent vos vidéos, parce qu'on a préparé bien sûr l'émission avec votre collaboratrice qui a été très sympa d'ailleurs. Alors dites-moi, vous conseillez aussi les hommes politiques, les politiciens, tout ça. Est-ce que c'est un terrain facile à coacher? Non, c'est pourquoi je préfère les coacher en direct sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu deviens coach d'un homme politique, tu deviens responsable de son bilan. Donc si tu échoues avec lui. Je vais vous donner une illustration parfaite que beaucoup ont suivi sans comprendre. Le coach de Barack Obama s'appelle David Alserod. David Alserod était en réunion avec Barack Obama. Et le couple Clinton, c'était dans les primaires. Le couple Clinton a sorti tous les dossiers compliqués sur Barack Obama. Et Barack demande à ses conseillers, on fait quoi? Les conseillers disent, nous aussi, on sort les dossiers sur les Clinton. Et il demande à son coach, on fait quoi? Le coach se retourne vers les conseillers. Et il leur demande, pouvons-nous gagner les présidentielles si on ne gagne pas la Floride? Ils ont dit non. Pouvons-nous gagner la Floride sans les Clinton? Ils ont dit non. Est-ce que les Clinton accepteraient de nous aider si on sort les dossiers sales sur eux? Ils ont dit non. Est-ce que ça vaut donc la peine de gagner les primaires et de perdre les présidentielles? Ils ont dit non. Est-ce que nous devons sortir les dossiers sales sur les Clinton? Ils ont dit non. Monsieur le Président, vos conseillers disent qu'on ne doit pas sortir les dossiers sales sur les Clinton. Voilà du coaching. Lui n'est pas conseiller. Lui, il aide les conseillers à bien faire leur travail. Ça, c'est un président américain. Et les présidents africains? On le fait tous les jours.
Vous savez, dans tout pays africain, jamais... Comment ils appréhendent le coaching, les présidents de notre continent? Très bien. C'est-à-dire que si vous parlez de manière à ce que le président voit qu'en réalité, vous êtes en train de lui faire voir les conséquences de l'acte qu'il veut poser. Parce que souvent, on pose les actes sans voir les conséquences. Donc, le but du coach, c'est de simplement dire, voici, Jean a fait ceci, il a abouti à ça. Pierre a fait ceci, il a abouti à ça. Là, ce sont ses conseillers. Vous êtes seul avec lui. Oui. Non, même en direct sur les réseaux sociaux. On change beaucoup de décisions. On change beaucoup de décisions parce que à la manière de le faire, à la manière de le formuler, l'autre voit qu'en réalité, il a intérêt à éviter les problèmes. Et il vous écoute? Il nous écoute souvent. Il vous écoute? Il nous écoute souvent. Il nous écoute souvent. C'est pourquoi souvent, vous allez voir qu'il y a des chaînes internationales qui ne font que des débats politiques. Et sur ces chaînes-là, on fait ces débats politiques pour aider les hommes politiques. Parce que moi, j'ai dit, mon job n'est pas d'aller me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mon boulot, c'est d'éclairer, c'est de montrer les conséquences. Vous savez, le coaching, c'est amener les gens à voir les conséquences avant de prendre les décisions. Donc, si vous faites ça comme ça et que vous ne vous mêlez pas du job du leader politique qui, lui, connaît la politique plus que vous, le coach ne connaît pas la politique. David Azio n'a jamais été candidat à une élection. Donc, il ne peut pas prendre la place du politicien. Mais il va l'éclairer sur les conséquences avant qu'il ne prenne une décision. Quels sont les pièges à éviter pour le coach? Quelles sont les limites du coach? Les limites du coach, c'est de ne pas penser que parce qu'on a aligné des succès, on est devenu tellement fort qu'on ne peut plus écouter les gens. Le coaching commence par la simple question de quoi allons-nous parler. Donc vous recevez quelqu'un, vous lui demandez de quoi allons-nous parler. Il vous raconte une longue histoire. Et après, vous lui demandez, au-delà de l'histoire, quel est le problème réel. Il va poser le problème réel et maintenant, lui-même va proposer les solutions qu'il a pour sortir de là. Et quand il va proposer les solutions, après ça, maintenant, on va choisir lui-même. Parmi les solutions, vous voyez, c'est carrément lui qui va faire le travail. Le coach n'est qu'un miroir qui permet à la personne de se voir dedans. Une dame est venue me voir. Elle dit, coach, mon mari, il m'impose des choses. Quand j'applique, je m'entends avec lui, mais les enfants se fâchent contre moi. Maintenant, je ne veux pas perdre les deux. Mais si j'obéis à mes enfants, mon mari risque de me renvoyer. Et puis, il va m'accepter avec mes 4 enfants. Je l'ai travaillé devant un miroir, j'ai tiré ses oreilles, j'ai dit, regarde dans le miroir. Cette belle dame qui est dans le miroir là, comment tu vas dire que tu as peur que quelqu'un puisse te prendre? Et tout ça, voilà comment je l'ai amené, en retournant à la maison, à connaître sa valeur, à expliquer les choses posément à son mari. Ils se sont compris, les choses sont rentrées dans l'ordre. J'ai l'habitude de dire souvent au couple, je dis, si ton mari veut sortir à 19h, habille-toi à 18h, sexy, et tente de sortir, en lui annonçant que des camarades t'ont invité quelque part. Il va refuser. Maintenant, tu vas t'asseoir sans te déshabiller. Il va avoir peur que quand lui va sortir à 19h, toi aussi tu vas sortir. Coach, il ne sortira plus. Ça, c'est ancien modèle. Maintenant, il a changé, il y a des techniques, de nouvelles techniques. Oh, il y a de nouvelles techniques aussi. Les femmes aussi auront de nouvelles techniques. De toutes les façons, ça marche. Ça marche à tous les coups. Donc, bref, vous savez, de toutes les façons, un homme qui a vu sa femme bien habillée avec parfum veut sortir là, il va refuser. Maintenant, si madame ne se déshabille pas, lui aussi ne peut pas bouger. Le coach Pognon, maintenant, vous pouvez applaudir pour montrer quand même qu'on n'est pas seul dans ce... On a notre public. On a notre public aussi à la matinale. Alors, pour récapituler avec vous, le coaching, ça fait partie de nous, mais il faut quand même certaines balises. Il faut professionnaliser cela. Il y a combien de coachs actuellement que vous avez répertoriés, vous, de votre côté? J'ai formé 4500 coachs. Waouh! J'ai formé 4500 coachs en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Jusqu'à un passé récent, il s'appelait coach certifié d'Afrique. Mais comme on a un fort contingent européen maintenant, on est en train de basculer vers coaching intégral au lieu de coaching africain. Sinon, nous avons voulu cette marque africaine parce qu'on a appris à l'école de nos ancêtres. Et nous avons appris. Donc moi, j'ai formé 4500. Je ne voulais pas vous laisser partir sans poser cette question. La jeunesse africaine. Oui. Il y a quelqu'un qui disait que la jeunesse américaine a tout sauf l'essentiel et que la jeunesse africaine a l'essentiel sauf tout. Oui. Alors dites-moi, quel conseil en tant que coach on peut donner à la jeunesse de nos pays qui a tendance à partir, à ne pas aimer ce qui se fait ici, à fuir? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Encore une fois, ce n'est pas conseil. C'est leur dire la vérité de ce qu'il y a en Europe. Parce que personne ne dit aux jeunes Ivoiriens qu'en Europe, il y a plus de galères qu'en Côte d'Ivoire. Vous ne verrez aucune personne à la morgue en Côte d'Ivoire qui soit mort de faim. Mais vous allez en France, vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, il y a plein de personnes qui meurent de faim. Il faut dire aux Ivoiriens, ici, là, on peut se visiter. On peut se visiter. En Europe, on n'a pas le temps de se visiter. C'est 3 boulots, 4 boulots. Donc, aujourd'hui, là, ce que tu es capable de faire en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas le faire en Europe. Il faut expliquer ça. Il faut lui expliquer que le jeune homme qui vient avec son économie, vient jouer, tout va bien en France, vient jouer, tout va bien en Europe. Ce jeune homme-là,
Si vous regardez bien la paume de sa main là, c'est noir. Il a rien pour nous là-bas. Donc il faut qu'on comprenne qu'en réalité, il y a bonheur ici. Maintenant, le gars va chercher 2 millions, 5, 4 millions pour voyager. Les amis, si tu prends 2 millions, c'est 4 millions. Avec la bonne formation, tu fais quelque chose d'extraordinaire ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Mais là-bas, ils ont presque tout fait. Donc c'est très important que le jeune comprenne. Maintenant, il doit comprendre que souvent on dit entrepreneuriat et on fait business plan. Non, entrepreneuriat, ce n'est pas business plan. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu adores faire? Qu'est-ce que tu adores faire? Si quelqu'un sait parler, il aime faire animation télé, il vient ici là. Il faut rester à l'entrée, d'être le DG et commencer par faire devant lui. Il bouge, tu bouges. Tu vas le fatiguer, il va dire au moins on va le tester. Vous voyez, il faut faire ce qu'on sait faire. Si vous savez faire ce que vous savez faire, vous aurez l'argent. Mais non, nous on a un diplôme dans un domaine, un diplôme qui ne concerne rien du tout. Vous voyez, aujourd'hui les jeunes, ils vont à l'université pour sortir et devenir fonctionnaires. Les amis, j'ai calculé le salaire des fonctionnaires sur 30 ans. Ça fait le salaire, le chiffre d'affaires de quelqu'un sur un mois. Donc il faut que les jeunes se réveillent et comprennent que déjà dans le choix de la filière, il y a déjà une option. Qu'est-ce que tu choisis de faire à l'université? Qu'est-ce que tu choisis d'apprendre? Je suis venu à Abidjan avec ma fille, elle a 17 ans. À 17 ans, elle est assistante de direction. À 17 ans, elle est coach. À 17 ans, elle est professeure d'anglais. À 17 ans, elle est ceci. Parce que dès le départ, on lui a donné les orientations nécessaires. Donc vraiment, les amis, je vous dis simplement, il faut que vous compreniez que la solution n'est pas dans je m'aligne pour aller jusqu'à doctorat, jusqu'à ceci, et après je croise les bras. Je donne l'exemple de ce monsieur. Pour terminer. En classe de terminale, il avait 16 de moyenne. Mais ses parents n'avaient pas les moyens. Et il décide d'abandonner l'école et il va travailler comme laveur de plats dans le plus grand hôtel du Bénin à l'époque, dirigé par les Américains. Il gravit les échelons jusqu'à devenir DG. PDG, DG d'un hôtel américain. Un hôtel 5 étoiles, un hôtel de 3 milliards de réalisations. Maintenant, ce monsieur dit, j'ai pensé que c'est faute de moyens que moi, j'ai arrêté les études. J'ai donc poussé mes enfants jusqu'au DEA. Le premier est professeur vacataire. Le deuxième vend dans la boutique créée par sa maman. Donc, les amis, cherchez l'essentiel. Oui, et vous allez réussir. Il s'appelle Patrick Pognon, mesdames et messieurs. C'est vraiment le symbole de ce que à Matin Bonheur, c'est le lieu, c'est là où l'on s'informe. Coaching avec lui. On sera avec vous encore. On va vous avoir encore la prochaine fois. La prochaine fois, certainement. Oh, on le veut, on le veut. Merci d'être avec nous à Matin Bonheur. C'est ça, les émotions surréveillées avec de telles paroles. Ça fait du bien. Mais nous aussi, ce qui nous fait du bien, c'est la pub. On y va. Sous la présidence effective du Dr Akaoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organise la cérémonie officielle de l'introduction de la dose naissante de vaccin contre l'hépatite B dans le programme élargi de vaccination. Le mercredi 23 octobre 2019, dans les locaux de la Direction de coordination et du programme élargi de vaccination, DCPEV 6 au km 4 à Trècheville à 10h. Cette cérémonie sera couplée de la remise de 100 motos aux directions régionales et départementales de la santé. Vous y êtes tous conviés. Infoline 21 24 25 29. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route qu'il sera procédé à partir du 23 octobre 2019 au démarrage des travaux de construction d'un rond-point sur l'axe Mpouton-Badon dans la commune de Cocody. Le ministre s'excuse par avance auprès des populations riveraines et de l'ensemble des usagers pour les éventuels désagréments liés à la réalisation de cet ouvrage qui durera 2 mois. Sachant compter sur la compréhension des usagers dont le confort reste sa priorité, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier invite par ailleurs l'ensemble de la population à observer rigoureusement le plan de déviation prévue à cet effet. Bienvenue, merci de suivre l'actualité internationale. On démarre en Italie. Un chauffeur de taxi est mort noyé durant de violents orages qui ont provoqué des inondations et détruit un pont dans le nord du pays. Le passager a réussi à s'extirper du taxi et a survécu en s'accrochant à un arbre, selon les médias italiens. Une centaine de personnes ont été évacuées de leur maison. Les pompiers ont dénombré 900 opérations de secours entre Gênes et Milan, où des routes et des voies ferrées ont été inondées et où le trafic a été ponctuellement suspendu.
Entre 600 et 1000 personnes membres de 80 associations européennes ont manifesté mardi à Strasbourg jusqu'au Parlement européen où est discuté le budget de la future politique agricole commune PAC. Ils demandent aux eurodéputés de voter pour une vraie réforme de l'agriculture européenne en faveur de la biodiversité. On écoute la réaction du président français Emmanuel Macron. À nos agriculteurs, dans le cadre de ce mouvement, je suis derrière eux, parce que nous sommes un grand pays d'agriculture, et je veux que nous continuions de l'être. Parce que notre pays, y compris pour sa biodiversité, ses paysages, ses équilibres, a besoin des paysans. Parce que je veux que nous soyons souverains sur le plan alimentaire. Nous serons au rendez-vous des urgences, quand il y a de la sécheresse, on est là, et on continuera de l'être. De manière inédite, on a permis de faucher les jachères cet été, on a obtenu ça de l'Europe. On est au rendez-vous des aides aussi pour faire la conversion et les changements. Mais on doit avoir aussi des transformateurs, des groupes industriels, des coopératives industrielles et des distributeurs qui jouent le jeu. La tension monte alors que les partisans des candidats rivaux à la présidentielle en Bolivie se font face sur la place Bolivie à La Paz, séparée par un cordon de policiers. Cela intervient après que Carlos Mesa, qui s'est rapproché de Morales dans les sondages de dimanche, a dénoncé des retards inexpliqués dans l'annonce des résultats. Au Bangladesh, les barbes oranges font fureur, couleur mandarine, safran ou pamplemousse. Il est désormais presque impossible de marcher dans les rues de Dhaka, la capitale du Bangladesh, sans rencontrer des homagés avec la barbe teinte au henné, concoction traditionnelle en Asie du Sud, un phénomène entre mode, rajeunissement et signes religieux. Utiliser de la matière fécale pour guérir des infections de la flore intestinale, cette thérapie insolite, objet de toutes les attentions de la recherche médicale, a permis à une dame, Ghislaine Grenet, de retrouver une vie normale. Nos selles renferment bien des secrets et pourraient être utilisées pour traiter de nombreuses pathologies. Du football, troisième journée de la phase de poule de la Ligue européenne des champions. Le Paris Saint-Germain PSG a battu hier le FC Bruges 5-0. L'Argentin Icardi a inscrit un doublé alors que Kylian Mbappé, entré à la 52e minute, a inscrit un triplé. En s'imposant également sur la pelouse de Galatasaray 1-0, le Real Madrid a décroché sa première victoire de la saison en Ligue des champions. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Toni Kroos en première période. Les autres résultats, la Juventus a dominé le Lokomotiv Moscou 2-1. Tottenham a surclassé l'Étoile Rouge 5-0. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, Régis. Merci. Et puis bon appétit. Petit déjeuner dans quelques instants pour vous. Merci. Vous allez manger quoi, vous? C'est toujours du croissant. Toujours du croissant. Toujours du croissant. Mais on a parlé de l'histoire du petit déj tout à l'heure, on a parlé de la cuisine. Ça ne vous dit pas, ça ne vous tente pas la cuisine? Ça me tente, mais à la maison. Ben oui, mais non, mais c'est un petit déjeuner. Pourquoi forcément c'est un petit déjeuner aussi? Je me dis qu'à la maison, c'est bien fait. Comme on dit, avec un t-shirt dans un coin de la cuisine. Justement, dans un coin de la cuisine, assis à terre. Assis à terre. C'est abré. Merci Régis. Très bonne journée à vous. On vous retrouve demain toujours avec le même plaisir. Mercredi, vous le savez, très chers téléspectateurs, c'est le jour de la famille, le jour consacré en tout cas à la famille ici à Matin Bonheur. Aujourd'hui, avec notre spécialiste, Joe Frédéric Zabi, nous parlerons du rôle des parents dans l'éducation. Est-ce que vous éduquez vos enfants ou est-ce que vous les élevez? Il y a cette nuance-là. On va voir clair là-dedans, comme on dit à Abidjan, avec notre consultant. Mais avant, ceci. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Alors, avant chaque discussion avec notre invité, le temps qui s'installe, on va avoir l'avis des uns et des autres avec ce micro-rue réalisé par Jean-Marc Oka et Béatrice Quadio. Bon, je crois bien qu'aujourd'hui, c'est les hommes qui éduquent les enfants dans la famille. Parce que mine de rien, la femme n'est jamais là. Elle est tout le temps partie au travail, donc je crois bien que c'est l'homme toujours. Ce sont les parents, le père et la mère. Et la grande famille aussi, les oncles, les frères et sœurs, qui ont en charge d'éduquer l'enfant. Mais la grande partie revient au père et à la mère. Maintenant, il revient très souvent.
que l'oncle ne peut pas toucher à l'enfant parce qu'il n'a pas de droit sur lui. Mais dans l'ancien temps, l'enfant de ma soeur, c'était mon enfant, donc je pouvais l'éduquer, je pouvais avoir des droits sur lui, même lui porter main s'il faisait des choses qui n'étaient pas bien. Mais maintenant, de plus en plus, on voit que c'est le contraire. Je trouve que pour moi, il y a plusieurs manières d'éduquer les enfants parce qu'il y en a d'autres qui sont orphelins, qui n'ont pas l'éducation que d'autres ont avec leurs parents. Je trouve que la première éducation, c'est donner l'amour à un enfant et je crois que c'est de là que tout part. Parce qu'un parent d'élève doit d'abord le premier éducateur de son enfant, lui donner des conseils, être au petit soin de l'enfant d'abord et proposer un planning pour l'enfant, un planning de travail. Et quand l'enfant arrive à l'école, il faudrait que l'enfant soit capable de suivre ce plan-là. Et lorsque l'enfant finit, il doit retourner obligatoirement à la maison. Donc la maman ou bien le papa doit être vraiment le tout premier éducateur de son enfant. C'est important. Il doit faire le suivi de l'enfant, contrôler l'exercice de l'enfant, si l'enfant a bien fait son exercice ou pas. Vérifier aussi dans le sac de l'enfant. Souvent, il paraît qu'on met de la drogue dans le sac des enfants, donc il faudrait que la parente soit regardante. Elle doit bien voir ce qui se passe chez l'enfant. C'est important. Retour sur le plateau. Bonjour, Jean-Frédéric Xavi. Bonjour. Merci pour le service à domicile de lundi dernier. Oh, c'est à vous que je dois dire merci plutôt. Merci beaucoup. Comment ça va? Dieu fait grâce, tout va bien, merci. Alors, premier thème, rôle des parents dans l'éducation des enfants. Tout à l'heure, quand je lançais l'élément, j'ai dit il y a éduquer et élever son enfant. C'est quoi les différences? Waouh! C'est important qu'après cette émission, chaque parent ait une idée très claire de la différence entre ces deux termes. Élever, au sens du dictionnaire le Petit Larousse illustré de 1991, veut dire tirer vers le haut. C'est-à-dire poser une chose sur une autre afin d'emmener ça vers le haut. Et éduquer, c'est donner des valeurs. Valeurs sociétales, valeurs humaines, valeurs environnementales, valeurs spirituelles, valeurs à tous les niveaux. Donc, c'est cela la différence entre les deux termes, élever et éduquer. Donc, tirer vers le haut, on tire avec quoi? On tire avec de la nourriture, on tire avec des soins de santé, on tire avec la protection. Parce que si vous ne donnez pas de la nourriture à un enfant, il peut mourir. Si vous lui donnez de la nourriture que vous ne lui donnez pas des soins de santé, il peut mourir. Si vous lui donnez de la nourriture et des soins de santé que vous ne le protégez pas, les intempéries peuvent le tuer, par exemple. Donc, il faut déjà faire ça. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter à ça? Voici la question que tous les parents devraient normalement se poser. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça, c'est une dimension purement naturelle, bestiale et animale, en fait, de la notion d'élever, de la notion de faire grandir quelqu'un. Donc ça, c'est élever. Donc, il faut que, clairement, on fasse la différence. Parce que le constat, c'est que chaque parent, en général, se tape la poitrine pour dire je fais tout pour mon enfant. Et en réalité, quand on regarde ce qu'il fait, il donne juste à manger, il donne juste les soins de santé, il donne juste une protection à l'enfant. Et il s'arrête à ça, alors que l'éducation véritable a 4 dimensions. Il faut se reposer sur ces 4 dimensions. La dimension physique, qui est donc de nourrir, de soigner, de protéger. La dimension intellectuelle, qui est de lui donner de la nourriture intellectuelle, c'est-à-dire la connaissance, le savoir. La dimension spirituelle, qui est différente de la dimension religieuse. La dimension religieuse fait partie de la dimension spirituelle. Il faut former l'esprit de l'enfant, former son esprit avec la religion, former son esprit avec de l'information donnée à tous les niveaux. Est-ce que les parents que nous sommes, nous instruisons nos enfants de sorte à ce que nous les influençons? Il faut clairement qu'on distingue le fait de former l'esprit de l'enfant. Donc, il y a la dernière dimension, qui est la dimension, à mon sens, sur laquelle reposent les 3 autres dimensions, c'est la dimension psychologique. La dimension qui repose sur, en fait, les affects, les ressentis de l'enfant. Et c'est cette dimension-là, malheureusement, qui est négligée. Parce qu'on n'a pas l'impression de savoir que l'éducation véritable de quelqu'un repose, en fait, sur la dimension psychologique. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on limite l'éducation à l'élevage. Et des fois, quand on ajoute à l'élevage juste la dimension intellectuelle, on s'est dit, on a tout fait. Alors que non. Et on se rend compte que dans le quartier, l'enfant, il répond plus aux ordres, aux injections du vieux père du quartier, plutôt que de nous, les parents biologiques. On ne comprend pas pourquoi. Parce que le vieux père du quartier, il a fait un travail essentiel, un travail très intéressant, qui est la formation de l'esprit de l'enfant. Parce qu'il faut que les parents comprennent que l'éducation, c'est d'abord et avant tout un jeu d'influence. Cela m'amène à la terminologie. On a rôle et on a éducation et parents.
Ça, c'est la terminologie de mise aujourd'hui. C'est quoi le rôle? Qui est vraiment le parent? Et puis, c'est quoi l'éducation? Je pense que concernant l'éducation, vous avez donné un peu un pan. Mais quand on dit le rôle et parent, c'est quoi un rôle et c'est qui est le parent, en fait? OK. Le rôle, c'est ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que je dois faire? Et la notion de pour parent... que mon enfant soit... Le rôle dans le cadre de l'éducation, bien sûr. Absolument. Ça m'amène à définir les objectifs de l'éducation. Quels sont les objectifs de l'éducation? L'éducation vise 2 buts essentiels. Rendre l'individu autonome, le rendre indépendant et responsable. Voire le rendre meilleur. Meilleur, pas forcément, mais déjà le rendre autonome. Qu'il puisse évoluer seul, sans son parent, sans celui qui lui a donné la vie. Tracer sa route. Tracer sa route seul. Seul. Ça, c'est très important. Il faut que les parents le sachent. Comment emmener mon enfant à tracer sa route seul? Comment l'emmener à vivre seul? Comment l'emmener à survivre seul à tout ce qui est aléa de la vie? Voici le but de l'éducation. Si c'est cela le but de l'éducation, il faut clairement qu'on comprenne que sont ceux qui influencent l'enfant de sorte qu'il puisse le plus tôt possible assurer lui-même son autonomie et son indépendance et sa responsabilité. Voici toute la thématique. Donc, ici, pour comprendre le rôle des acteurs de l'éducation, il est bon de savoir ce qui influence en fait le comportement. Il faut qu'on voit la genèse même de la naissance du comportement de l'individu. Parce que quand on juge quelqu'un en général, on le juge à son comportement. Et c'est au vu de son comportement qu'on dit qu'il est bien éduqué, qu'il n'est pas bien éduqué, etc. Donc comment ce comportement-là naît? Le comportement naît en général des messages qu'on reçoit, de ce qu'on voit, du conditionnement de l'homme. À quoi j'ai été habitué. Qu'est-ce que j'ai entendu dans mon environnement comme message? Qu'est-ce qui m'a affecté? Quand ce conditionnement-là rentre dans l'individu, ça lui produit à l'intérieur des émotions. Et ce sont ces émotions-là qui produisent des fruits qu'on voit, des fruits qui sont son comportement. Donc, moi, je suis là. Ce que je produis comme comportement, c'est lié à ce que j'ai reçu comme message dans mon enfance, par exemple, ou bien dans mon adolescence. C'est l'ensemble de ces choses-là qui produisent en moi des émotions. Ça peut être la colère, ça peut être la frustration, ça peut être la joie, ça peut être toute forme d'émotion. Et ce sont ces émotions-là qui orientent mes actions. Donc, quand on a compris le processus de naissance du comportement, on voit bien qui est le principal acteur, qui emmène à ce que l'individu qu'on a en face produise des émotions de qualité qui puissent l'emmener à poser des actions de qualité. Quand on se pose cette question, on voit visiblement qu'il n'y a pas beaucoup de recherche à faire. C'est d'emblée les parents. Parents biologiques, pas forcément. Parce que le plus important dans la parentalité, ce n'est pas de donner la vie. N'importe qui peut donner la vie. Quelle est la différence entre un papa et un père? La différence entre une maman et une mère? La différence réside dans 2 aspects. Les aspects purement biologiques et les aspects sociaux. Biologique, je n'ai pas demandé à naître. Mon père prête son spermatozoïde à ma mère. Elle me produit. Je suis donc le produit d'une opération que ni mon père ni ma mère ne maîtrisent véritablement. Donc, je suis né. Je suis le résultat d'une opération purement biologique. Maintenant, est-ce que cette biologie-là suffit à ce que je survive? Je dis non. Donc, le parent, le père, la mère qui donne naissance, ça c'est le père et la mère au niveau biologique. Maintenant, il y a un autre niveau de la parentalité où on va au-delà du biologique, où on donne maintenant l'autonomie et l'indépendance, la responsabilité à quelqu'un. En ce moment-là, on devient son père, c'est-à-dire celui qui rend responsable, celui qui forme l'esprit, celui qui emmène à grandir, grandir physiquement, grandir spirituellement, grandir socialement, grandir professionnellement, grandir à tous les niveaux. Et pour le faire, on n'a pas forcément besoin d'être l'auteur biologique de la personne qu'on doit éduquer. Donc voici déjà cette différence-là. Maintenant, pour le faire, pour réussir cette tâche, il faut bien évidemment que les parents, ils comprennent bien leur rôle. Ils sachent que l'enfant, le comportement de l'enfant est produit essentiellement par les émotions de l'enfant, par les affects et les ressentis de l'enfant. Cela veut dire que ce qui influence le plus grandement possible les actions de l'enfant, c'est bien ce qu'il vit prioritairement en famille.
prioritairement en famille. Parce que quand moi je vais à l'école, que j'apprends les mathématiques, j'apprends les sciences naturelles, c'est très très bon pour ma formation intellectuelle et spirituelle et la formation de mon esprit. Mais en même temps, vous voyez que le fait de savoir que 2 plus 2 font 4, ça ne crée pas en moi véritablement des émotions. Alors, nos envoyés spéciaux dans les rues d'Abidjan, parce qu'on nous a dit que cette année, c'est la proximité, autant que faire se peut, nos envoyés nous envoient à l'instant donc un témoignage qui rentre dans la droite ligne du sujet d'aujourd'hui, le rôle des parents dans l'éducation. On y va. Effectivement, par rapport à ça, nous, en tant que guides religieux, toujours nous recevons des témoignages à ce niveau-là. Les enfants, aujourd'hui, qui ont été abandonnés. Nous, les imams, on reçoit souvent ces cas de figure où des enfants qui ont été traités comme un œuf à leur bas âge, maintenant, ils ont eu des comportements déplacés. Quand ils ont commencé à évoluer, les parents ont pensé que c'est en ce moment-là qu'il fallait intervenir, alors qu'il était tard. Et comme en ce moment-là, l'enfant n'a pas fait ce qu'eux voulaient, alors que la base a été ratée. Du coup, l'enfant se sent libre, se sent autonome de faire ce qu'il veut. Et c'est en ce moment-là, eux mettent l'enfant dehors. Il y a des cas de figure qu'on a rencontrés ici, on peut pas citer du nom en tant qu'imam, mais il y a des cas de figure qu'on a rencontrés où l'enfant est devenu fille de rue ou bien fils de la rue, où l'enfant, si vous voulez, est devenu drogué, où l'enfant est devenu prostitué, l'enfant ne connaît même pas où c'est tous ses parents, et l'enfant est obligé de changer de maison à maison, de maison à maison, parce que simplement les parents n'ont pas joué leur rôle au départ. L'enfant est laissé à lui-même. Donc aujourd'hui, c'est devenu catastrophique. On a eu des cas de drogués, des cas de prostitués, des cas où l'enfant couche à tout temps, même quand il est encore chez son papa, donc ça devient des problèmes. On a vu des cas de figure où les parents viennent même nous voir pour dire ils m'ont fait des prières pour nous parce que j'ai tel enfant, j'ai tel garçon, j'ai telle fille, voilà son comportement, je n'apprécie pas, j'ai tout fait, je n'ai pas pu. Donc ils viennent nous voir pour nous dire ah, vraiment faites des efforts pour nous, pour faire des prières pour nous, pour que l'enfant puisse revenir sur le droit chemin. Mais quand on leur pose des questions, on se rend compte qu'ils ont raté la base de l'éducation. Ils ont pris l'enfant au départ comme un œuf, mais maintenant que l'enfant est en train de déraper et ils veulent s'imposer, ils veulent lui imposer quelque chose, il est déjà tard. Ils ne peuvent pas, donc ils ont recours souvent à nous pour demander des prières, en demandant au Seigneur pour que cet enfant-là revienne sur la droite, sur la voie droite, et puis bon, faire leur vie. Souvent on fait des prières, ça réussit, ils viennent faire des témoignages pour dire quoi, bon, imam, Dieu merci, les prières ont porté. Bon, donc l'enfant est revenu à des meilleurs sentiments, il est rangé, il est bien guidé, il n'y a pas de problème. Il y a des cas aussi, bon, on fait des prières, c'est vrai, nous sommes des humains aussi. On fait des prières, mais ils viennent dire, ah, jusqu'à présent, ça ne va pas. Au contraire, ça s'empille. Parce que, franchement, au départ, l'enfant n'a pas été suivi comme il devait être suivi par ses parents. Donc, quand c'est à un âge avancé que toi, tu veux lui imposer quelque chose qui se dit, il est pubère, il est majeur, il est, si tu veux, responsable. Donc, du coup, ça devient un bras de fer à ne pas finir. C'est des défis qu'on se lance de part et d'autre. Et donc, quand c'est comme ça, il faut chercher peut-être à avoir des psychologues, des sociologues pour essayer de. Des imams sont d'emblée des sociologues et des psychologues. Donc, nous, on fait notre rôle en parlant à l'enfant, en parlant aux parents, en faisant des prières. Mais, comme je le dis souvent, ça réussit. Ça passe de nous aide et puis l'enfant revient chez la droite ligne. Mais souvent aussi on fait jusqu'à ça ne passe pas. L'enfant devient pire de pire en pire. Moi-même j'ai logé chez moi ici des cas de figure où je ne connais pas ni pas. Voilà, nos guides religieux vraiment souffrent parce que c'est vers eux généralement que les gens vont pour exposer des soucis. Ce qu'on peut retenir dans ce qu'il a dit, c'est que tout, c'est la base, au fait. C'est de la base, c'est la base. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut porter de l'attention à nos enfants, mais il ne faut pas les surprotéger, il ne faut pas les sous-protéger. Il y a un dosage à avoir, il y a à boire et à manger dans ce qu'il a dit, hein, le doyen. Absolument, Marco. C'est pour ça que j'ai commencé par vous donner les objectifs de l'éducation. Quand on a bien compris que le but visé par l'éducation, c'est de rendre la personne indépendante
Et autonome, c'est-à-dire la personne doit être capable d'évoluer seule, de grandir seule, de faire son chemin seul. Quand on a compris ça, on ne le couvre pas comme un œuf. Quand on n'a pas compris, c'est là qu'on a ce genre de comportement qui conduit à la surprotection ou à la sous-protection. En général, quand on a clairement en tête que mon enfant qui a 2 ans, il doit devenir autonome, on lui apprend à faire la cuisine. Parce que on sait que pour survivre, il faut bien qu'il, par exemple, arrive à se nourrir seul. Les parents ne se posent pas de questions concernant, par exemple, le jour où ils ne seront pas là. Parce que ni moi, ni vous ne sommes maîtres de notre souffle. On peut partir à tout moment. Et c'est la question que chaque parent devrait se poser. S'il m'arrivait aujourd'hui, à l'instant où je suis en train de parler, de partir, que Dieu me rappelle à lui, l'enfant que je laisse derrière moi, est-ce qu'il est capable d'évoluer seul? Quand je me pose cette question, il y a des comportements que je ne peux pas avoir. Et tout à fait, coach. Aujourd'hui, et à la réalité, il y a Marius Théan, téléspectateur fidèle de Matin Bonheur, qui nous a fait une analyse vraiment magnifique. Aujourd'hui, qui éduque généralement nos enfants? Est-ce les parents? Sont-ce les parents, les répétiteurs, les nounous, les enseignants? Qui est au juste? Parce que l'enfant voyage dans des écoles, entre guillemets, dans des écoles de pensée, dans des écoles d'attitude. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le parent à la maison, comment il fait pour faire la synthèse de tout ça au quotidien? Déjà, avant d'arriver à la fin de la question, on va commencer par le commencement. Qui sont les vrais éducateurs de nos enfants? En réalité, quand tu regardes dans la plupart des familles aujourd'hui, les familles modernes, on se rend compte que les parents ne sont pas véritablement les éducateurs des enfants. Les parents, ils disparaissent de la maison depuis 6 h le matin pour certains, jusqu'à pratiquement 19 h, 20 h, 21 h, 22 h pour d'autres. Comme nous. Bon, et quand c'est comme ça, l'éducation de l'enfant est abandonnée à la nounou. Et quel bagage la nounou a? La nounou elle-même a besoin d'éducation. Donc, la nounou ne donne à l'enfant que ce qu'elle a. Donc, les choses que nous, on ne veut pas, c'est ce que la nounou donne à notre enfant. Ça, c'est la première chose. L'enfant quitte les mains de la nounou, l'enfant atterrit à l'école. Est-ce que l'école, véritablement, donne à l'enfant des valeurs humaines, des valeurs sociales et sociétales qui l'emmènent à être responsable dans la société? Aujourd'hui, les choses sont organisées de sorte que l'école donne l'instruction à l'enfant et l'enfant se débrouille avec cette instruction-là pour se faire lui-même. Du coup, l'enfant, il se retrouve dans la cour de récréation qui l'influence plus que le professeur qui est en classe. Donc, en réalité, l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire le système de don de valeur, est assuré en général par les pères, c'est-à-dire par les amis à lui. Et dans la rue, le vieux père du quartier, le grand frère du quartier, la grande sœur du quartier, qui influencent sa pensée plus que ses parents biologiques, qui ne sont presque jamais là. Solution, pour terminer? Solution. Il faut que les parents comprennent leur rôle et reviennent. Il faut qu'ils intègrent à leur agenda professionnel le soin qu'ils doivent prendre de la famille. Quelle que soit l'épaisseur de l'agenda. Quelle que soit l'épaisseur de l'agenda, il faut que je me dise que si j'ai un agenda chargé de sorte qu'il n'y a pas d'espace, il faut que moi j'arrive à intégrer à mon agenda professionnel le soin que je dois prendre le soin que je dois donner à ma famille, à mon épouse, à mes enfants. Il faut que je leur réserve une plage dans mon agenda très chargé au niveau professionnel. Si on le fait, on est là et ça ne suffit pas d'être physiquement présent. Parce qu'il y a des parents, ils sont à la maison, et tout le monde est là, il est sur son ordinateur, maman est sur son portable et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Je ne parle pas de cela. On est dans le même espace, mais on n'est pas ensemble. Je ne parle pas de cela. Quand on est là, il faut se consacrer à la famille, se consacrer à ses enfants, organiser des activités de famille, être avec sa famille, faire des jeux éducatifs. Quand je parle de jeux éducatifs, je ne demande pas qu'on laisse amener les gens à partager, savourer les moments, les instants passés en famille. Absolument. Je dis à mon enfant, fais des recherches, on va se comparer, on va se mesurer l'un à l'autre. Et pendant qu'on est en train de se mesurer l'un à l'autre, je lui donne des valeurs. Ça, c'est comme si, ça s'explique comme ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Merci pas beaucoup. Qu'on soit dans le même espace, chacun livré à lui-même. Merci beaucoup à vous, Jo-Frédéric Zabi. On vous retrouvera mercredi prochain pour un autre thème tout aussi intéressant. On espère que vous avez pris du plaisir à décortiquer tout ce dont on vous a parlé. J'aimerais remercier tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. On n'a pas la possibilité de dire tous les noms, mais du fond du cœur, du fond du corps, j'aimerais vous dire merci. Depuis 3 h du matin, toutes ces équipes-là, que ce soit en régie numérique, à la vidéo, à l'assistanat, partout, vraiment, la télé est remplie de monde à partir de 3 h et on travaille pour vous parce que Matin Bonheur, c'est le lieu où l'on s'informe tôt le matin sur RTI 1. Bonne journée.